Ok, ben je vais commencer. Ça marche? Oui. Oui. Donc je commence par une petite citation d'un poète qui s'appelle Francis Ponge. Ce mélange émouvant du passé des trois règnes, tout traversé, tout infiltré, tout cheminé d'ailleurs de leurs germes et racines, de leur présence vivante. Toute pédologie est aussi archéologie, car le sol, c'est une sorte de grand livre où nous pouvons lire tout à la fois nature et culture, une sorte de permafrost qui gèle le temps de la biosphère et de l'humanité dans l'épaisseur de l'espace. Mon but sera de vous faire comprendre de manière rationnelle le rapport irrationnel que nous entretenons avec le sol, mais vous verrez que la rêverie rejoint parfois la science. Le sol renvoie d'abord à une problématique du cachet. En effet, rien de ce qui est dans le sol, que ce soit les racines, les microbes, les bactéries, etc., n'est perceptible. Et donc, ce qui apparaît hors du sol, comme les turicules des vers de terre ou les taupinières, est une forme de symptôme. Comme on parle de symptômes en psychanalyse, c'est-à-dire quelque chose qui nous dit autre chose, c'est-à-dire ce qui se passe dans les alliances et les batailles qui se livrent au sein du sol. Et l'apparente unité d'un gramme de sol, par exemple, est une opposition permanente avec le caractère pléthorique du bouillonnement de vie qu'il contient. Mais l'intérêt pour le sol est récent, parce que le sol a longtemps été le parent pauvre de notre imagination, tout d'abord parce que nous n'en percevons que la surface. Sélos fait justement remarquer que quand on demande à un enfant de dessiner une plante, les racines en sont souvent absentes, et peu s'en étonne. Le sol est d'abord un niveau rassurant, celui en deçà duquel les choses et les hommes ne tombent pas, condition donc de notre sécurité, faute de quoi nous tomberions indéfiniment dans le vide, comme dans nombre de nos cauchemars. En revanche, le sol de la science n'est pas surface, mais épaisseur. Il en va du même du sol de nos rêveries, de nos pensées, qui sont beaucoup plus fécondes dans la profondeur que dans la surface, comme le faisait remarquer Gaston Bachelard. Le sol n'est pas le sous-sol. La différence est claire dès la mythologie gréco-romaine, mais les rêveries du tréfond du sol sont de même nature que les rêveries du sous-sol. Ainsi, par exemple, celles que pourrait induire la truffe. Le sol, ce n'est pas la terre. Le sol est ressenti comme plus abstrait, voire plus scientifique que la terre. La terre, elle est plus charnelle, davantage du domaine de la sensation. On pourrait parler de la terre du paysan et du sol que cultive l'exploitant agricole. Il n'existe aucun adjectif qui corresponde à sol, qui serait l'équivalent de terreux ou de terrestre. Solique, soleux, ça n'existe pas. Solaire, c'est déjà pris. Donc, seul un adjectif savant, qui est l'adjectif édaphique. Le mot terre, également, est plurisignifiant. Latin terra, la planète, le sol, la matière. Alors que le mot sol, lui, est unisignifiant. Le sol est lié dans notre imaginaire aussi à la vie, un sol qui serait sans vie, qui ne recèlerait pas la moindre parcelle de vie, serait-il encore un sol ? Parler du sol de la Lune, c'est finalement une simple analogie. On pourrait, d'un point de vue strictement philosophique, maintenant opposer les pensées du vol et les pensées du sol. Elles s'opposent comme idéalisme et réalisme ou matérialisme et spiritualisme en philosophie. Platon, par exemple, peut être considéré comme une philosophie du vol. Platon qui dit, dans le Timée, nous sommes une plante non point terrestre, mais céleste. Autrement dit, nos véritables racines sont dans le ciel. Nietzsche représenterait au contraire une philosophie du sol. L'avenir de l'homme se définit par le sens de la terre. En opposition donc avec tous les spiritualismes, il n'existe nul autre monde, nul monde meilleur, nul arrière-monde. Même le caractère aérien de la danse n'existerait pas sans le sol, car pour le danseur, le sol n'est pas d'abord ce sur quoi il va retomber, mais ce qui lui permet un élan. Un des animaux fétiches de Nietzsche est le serpent.
l'animal du sol par excellence, qui a le maximum de sa surface sur le sol, en contact avec le sol. Or, exalter le serpent, cela revient à s'inscrire en faux contre la religion chrétienne. Dans la Genèse, en effet, Dieu dit au serpent, à la source du péché originel, « Tu seras maudit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Dans cette pensée du vol qu'est le judéo-christianisme, les valeurs du sol sont disqualifiées sur le mode de la poussière, un sol qui a perdu toute cohésion et toute dignité. L'homme lui-même est tiré du sol, soit la poussière, soit la glaise, selon les traductions de la Bible. D'ailleurs, le mot humus viendrait, avec le mot homme, d'une racine indo-européenne commune. Le sol représente le lieu mythique de rencontre entre les 4 éléments contraires de la physique antique, par exemple chez Aristote. C'est pourquoi on peut dire, en un jeu de mots quelque peu élémentaire, dont j'ai donné les droits d'auteur à Lionel, qui n'est pas là, donc je vais quand même les reprendre, c'est que l'élémentaire en 2 mots est l'élémentaire en un seul mot. Cette tension des contraires dans le sol oppose et associe, par exemple, bactéries et champignons, plantes et champignons, partie organique qui vient du haut, partie minérale qui vient du bas. Or, nous rêvons le sol comme une peau. En effet, le sol, c'est une interface, un Janus bifrons, côté pile, l'air du ciel, côté face, le feu central de la terre. Il nous compte donc la fécondité des lisières et du métissage. Longévifs, les sols conservent les traces des climats d'antan, mais également des événements d'histoire de l'humanité. Le sol n'est donc pas seulement un phénomène naturel, c'est également un phénomène culturel. D'ailleurs, la propriété du sol a toujours occupé une place centrale dans les sociétés occidentales et entraîne la propriété du sous-sol, c'est l'article 552 du Code civil. L'importance du sol en droit se mesure aussi à ce qu'on appelle le droit du sol, ius solis, par rapport au droit du sang, ius sanguinis, qui sont source de polémiques en ce moment. D'une manière beaucoup plus générale, l'histoire de l'humanité serait d'abord celle de la transformation et de l'appropriation du sol, traditionnellement de l'errance des chasseurs-cueilleurs jusqu'à la sédentarisation des agriculteurs. D'ailleurs, il n'existe aucun sol qui ne porte la marque humaine, soit directement par le travail de l'agriculture, soit indirectement pollution, réchauffement climatique, etc. A contrario, Rousseau voyait dans la propriété du sol une accaparation, le passage à l'état de société est la source de tous les maux qui vont dès lors accabler l'humanité. Il s'exclamait « Les fruits sont à tous et la terre n'est à personne ». Ce refus de l'appropriation individuelle du sol se retrouve dans beaucoup de sociétés premières. Par exemple, chez les aborigènes d'Australie, tout le sol est parcouru de sacré, ce qui interdit de se l'approprier individuellement. Les ancêtres se sont retirés du sol, mais leurs rêves sont restés sur et dans le sol. Par conséquent, le sol est habité, il est hanté par les traces des hommes, en surface comme dans son épaisseur. D'ailleurs, les hommes n'ont cessé d'apposer la marque de leurs pieds sur le sol, croyant de cette manière affirmer leur verticalité et leur puissance sur la nature et laisser une trace de leur passage, alors qu'au regard même du temps de l'univers, ce ne sera qu'un simple pas sur le sable du sol effacé par la mer. Si le sol, ce vivant que nous abîmons, patrimoine que nous avons le devoir de transmettre aux nouvelles générations, est fait de plus en plus par l'homme, cela implique une responsabilité morale croissante à l'égard du sol. Mais si le sol construit le paysage que nous contemplons et que nous transformons, il façonne également notre paysage intérieur. Nous relèverions alors cette fois d'une sorte de pédologie psychologique que je vais maintenant très brièvement esquisser. Bachelard consacre 2 livres à l'imagination ambivalente de la matière terreuse du sol. Le premier s'intitule « La terre et les rêveries de la volonté ». Il traite de la terre
des sollicitations dynamiques à agir sur la matière, la terre dure ou molle, que l'on travaille par l'agriculture, par l'artisanat ou l'industrie, mais aussi par la sculpture. Pour résumer, la terre de la préposition contre. La terre du sol, en effet, à l'inverse des trois autres éléments, eau, air, feu, possède comme première caractéristique la résistance. De plus, elle est sexualisée. Le soc de la charrue qui pénètre le sol est un symbole mâle fécondant la terre femelle. Dans la terre et les rêveries du repos, Bachelard déploie au contraire une métaphysique du creux, du retour à la mer, à la tombe, le giron de la terre qui sera notre dernière demeure. Vous savez qu'il est très à la mode en ce moment de vouloir faire de l'humus. Alors ce retour peut être un repli dans le cas des valeurs identitaires. Cette extraversion de la volonté dans l'agriculture s'oppose donc à l'intraversion du sol comme repos éternel. C'est pourquoi, souvent dans la mythologie, les punitions sont des malédictions de la perte du sol, par exemple Anté ou Icare ou le déluge. Le sol, en fait, ce que nous en pensons, ce que nous en ressentons, notre répulsion à l'égard du sol, nous renvoie à nos propres peurs. Nous ressentons le sol comme opacité et saleté, qui nous renvoie à notre propre opacité, à notre propre saleté. Dans le sol, les yeux ne servent à rien. Or, la vision est celui des 5 sens qui se rapproche le plus de la connaissance par l'intelligence, qui est par définition une recherche de transparence. La répulsion vis-à-vis du sol renvoie aussi à celle des petits organismes qui l'habitent. Il suffit de taper vermine du sol sur Internet pour voir à quel point il y a un bouillonnement de texte qui surgit. La répulsion à l'égard d'une prétendue saleté du sol repose également sur les matières en putréfaction qui l'habitent. Mais les plus belles fleurs poussent-elles pas sur le fumier? C'est le sens du titre du livre de Baudelaire, Les fleurs du mal. Donc le sol ne peut pas nous faire penser à nos propres instincts de mort. Il serait possible alors de définir la psychanalyse comme une exploration du sol de notre psychisme, là où se joue le grouillement des vermines, qui sont les pulsions dont nous avons peur. Il en va ainsi de la taupe de Buffon, laquelle taupe a reçu du Créateur un sexe énorme, disproportionné, de manière à se consoler de sa quasi-cécité au sein du sol, en vertu de la théorie des compensations qui préside à l'équilibre de la nature comme jeu de contraires. Pour conclure, je voudrais maintenant terminer sur une utopie, ce qui n'est pas dans l'air du temps. Ça marche ce truc? Ah, bon. Voilà. Dans les réseaux mycorhiziens communs qui unissent toutes les plantes entre elles, il n'y a plus le privilège d'un centre unique ou d'une symétrie, ce qui est très déstabilisant pour l'esprit. Et ces concepts pourraient nous suggérer une autre manière de voir la société et la politique, non plus comme un triangle du sommet duquel tout irradie, ou d'un centre à partir duquel tout se structure, mais plutôt comme des réseaux aux 1000 liens, tels que le concevaient par exemple les socialistes utopistes ou les zadistes. Prenons donc exemple sur les mycorhizes et les plantes, que nos symbioses soient mutualistes et non point parasitaires. S'il tue son hôte, le parasite disparaît, soyons mutualistes comme les vers de terre. Je vais maintenant donner la parole pour terminer au poète. La terre est mon bonheur, dit Guy Vic. Il parle de la terre, du sol. Ce dernier devrait faire et être notre bonheur à tous, si toutefois nous ne continuons pas à faire son malheur. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir, parce que c'était extrêmement superficiel et rapide ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a un article dont je pourrais vous donner les références dans la revue Connaissance et Gestion, Études et Gestion des sols. Merci à Lionel Rangeard, Alain Gardionnet et Daniel Vipf qui m'ont précipité dans le sol. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. C'est bien. Oui, vous savez, merci beaucoup, c'était magnifique et j'ai essayé de prendre des notes, mais c'est superbe, j'ai regardé l'article. J'avais une question quand même, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'article pour sol, mais il y a solide. Donc je voulais vous poser la question. Vous avez tout à fait raison, mais solide, ce n'est pas l'équivalent de soleux.
C'est-à-dire entre solide et sol, il n'y a pas le même rapport qu'entre terreux et terre. Solide, c'est une conséquence de sol. Est-ce qu'un solide vient du sol? Un solide peut venir du ciel. Ça s'appelle un astéroïde, une planète, une étoile. Non, je crois que le parallèle n'est pas tout à fait exact. Mais c'est vrai qu'il y a solide, vous avez raison quand même. Oui. Mais ce n'est pas un article qui désigne le sol lui-même. D'autres questions? J'aurais pu parler 2 minutes de plus, il n'y a pas de question. Mais tu peux, si tu as fait un effort de synthèse trop important, tu peux déborder un peu s'il n'y a pas de questions. Mais il y en a, je crois. Oui, oui, je vous écoute. Oui, je disais merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la Pachamama? Ah bah oui, c'est un thème que j'aurais abordé si j'avais eu davantage de temps. Eh ben, ne te gêne pas. Rapport, non, mais c'est une plaisanterie traditionnelle. C'est un rapport tout à fait différent d'une autre au sol, évidemment. Toutes les sociétés premières ont un rapport au sol. Il y aurait 1000 choses à dire très, très passionnantes sur la Pachamama, sur le droit de la nature, le droit de l'appropriation, le droit des êtres vivants à rester en justice, sur aussi les Indiens d'Amérique du Nord, le fameux texte qui est attribué au chef indien alors qu'il a été écrit par un écologiste américain, mais qui est un texte superbe où qui dit, entre autres, que le terre, quand on crache sur le sol, on crache sur l'homme. Enfin, oui, il y a effectivement beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, et si je peux me permettre d'ajouter juste la séparation entre nature et culture, c'est une vision qui est complètement occidentale et que ne partage pas la majorité des peuples du monde. Oui, puis du coup, il y a vraiment ce respect, de la terre, en fait. Et oui, c'est ça. Ce respect du vivant. Et nous, on a une vision mortifère, alors qu'en fait, eux ne l'ont pas depuis très longtemps et encore aujourd'hui, en fait. Voilà, on peut s'en inspirer. C'est vrai que la pensée occidentale, pour revenir sur ce que disait Geneviève et ce que vous dites, que la pensée occidentale est en train de revenir là-dessus. Si vous pensez à ce qu'explique de manière magistrale Philippe Descola, on revient vers une nouvelle façon d'articuler nature et culture, non plus comme une opposition. Mais à la vitesse où on comprend, on a le temps d'avoir disparu avant. Enfin bon. Si vous pouvez donner... Il y a une question là-bas. Oui, donc, question là-bas. Non, vous avez un micro? Il faut lui donner un non. micro. Allez-y. Oui, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, je ne connais pas vos écrits, mais je voudrais savoir si vous-même ou des confrères un peu de la même spécialité avez étudié justement l'influence de toutes ces notions philosophiques, symboliques et autres sur la façon dont même la science moderne aborde les questions du sol, les questions de l'étude scientifique de tout ça. Oui, je me suis aussi intéressé à la question. C'est difficile de faire un parallèle entre l'imaginaire du sol ou même la pensée philosophique du sol et la science dans la démarche. Hein. Mais si par exemple on se livrait, c'est une chose qui m'intéresserait de travailler un jour si j'en ai le temps, à faire une épistémologie de la science sur le sol, on verrait que en faisant une histoire de la science du sol, on verrait que les obstacles épistémologiques, au sens où les définit Bachelard, c'est-à-dire des obstacles à une connaissance scientifique objective, ils fonctionnent dans toute l'histoire de la science et dans toute l'histoire de toutes les sciences, mais ils fonctionnent aussi particulièrement sur le sol. C'est-à-dire qu'il y a des espèces d'opacité, des espèces de cécité dans la science qui renvoient à notre façon de ressentir de manière imaginaire le sol. Ah oui, tout à fait. Je crois que madame... Non. Oui, moi en fait, je voulais juste, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait un retour des jeunes, de la jeune génération, ou même un retour en général à la Terre à cause de ce qu'on en a fait. Donc, je voulais évoquer le mouvement, les soulèvements de la Terre. C'est peut-être pas pour rien que c'est les soulèvements de la Terre avec un grand T peut-être, mais avec un petit T certainement. Voilà, c'est juste une réflexion. Oui, c'est très juste.
d'autres questions? Moi, je suis très ignorante par rapport à votre exposition et je vous en remercie. Mais il y a quelque chose qui me tracasse quand même, parce que moi, par exemple, quand je réfléchis ou que je réalise ou que je dis, j'ai les pieds sur terre. Voilà. J'ai les pieds sur terre. Pour moi, la terre, et parler du sol, c'est pas du tout... je parle du sol quand je parle production, quand je parle d'autres choses, même de l'eau ou même du sol forestier ou autre. Mais pour moi, la terre, c'est quelque chose de global qui inclut la planète, le vivant, tout ce qui vit sur terre. Et j'ai du mal à faire une relation entre les deux. Alors peut-être que vous allez me donner une réponse très simple là-dessus. Merci. C'est-à-dire que vous avez du mal enfin, vous avez tendance à faire quelque chose qui est très naturel, c'est-à-dire à dissocier une approche rationnelle, voire rationaliste, par exemple scientifique, et puis une approche qui ne l'est pas. Parce qu'effectivement, le sol, en soi, si on parle du sol sans faire référence à la Terre, c'est quelque chose d'abstrait. Hein. Alors que la Terre, c'est effectivement quelque chose de très concret, de très charnel, de très vécu, de très... Voilà. Donc, je pense qu'il faut essayer de dépasser un petit peu ça. Parce que ça pourrait conduire à des dérives du style une espèce de froideur scientifique et technocratique en parlant du sol et oublier des valeurs. Ça serait toute la question de l'écologie d'une manière générale. À la fois l'écologie comme science, à laquelle je suis très attaché, mais aussi l'écologie comme manière d'être. Voilà. Donc je pense qu'il faut essayer de travailler sur cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vas-y, Alain. Sans ramener à ce que j'ai dit ce matin, mais quand j'ai exposé cette démarche du 4 pour 1000, du fait de l'importance aujourd'hui qu'on attache pour notre survie, parce que c'est un problème sur les bénéfices d'avoir des taux de matière organique dans le sol importants. Là, je suis dans la science, hein, importants pour la survie, pour les luttes contre les gaz à effet de serre. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs quelqu'un qui est intervenu du Muséum d'histoire naturelle il y a deux ans, je crois, nous ignorions l'importance du sol, mais aujourd'hui, on la vit. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, c'est important dans notre souci quotidien et que ça va devenir un impératif peut-être pour notre survie? C'est absolument indiscutable. Hein. Le sol, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'interface. Il n'y a pas de vie sans sol. Donc si on tue des sols, on va tuer la vie, c'est évident. Hein, c'est sûr que c'est aussi un problème de conservation. Mais on l'a ignoré longtemps. Pardon ? Mais on l'a ignoré longtemps. Oui et non. Oui et non. Parce qu'une agriculture qui était une agriculture vivrière... bon, alors évidemment, on peut aussi faire remonter l'Anthropocène aux chasseurs-cueilleurs, avec les gigantesques incendies qu'ils ont allumés, par exemple. Mais l'empreinte de l'homme n'était pas du tout du même style. Donc, en fait, un paysan qui cultivait en mettant... Je vais faire un truc simplet, un peu débile, pour aller plus vite, mais en mettant du fumier naturel, en respectant des assolements, etc. Il n'avait pas du tout le même rapport à la terre. Donc, le problème ne se posait pas trop. Hein. Même, je pense aux Indiens d'Amazonie, par exemple. Vous savez que la fameuse... Longtemps, on a cru que la forêt primaire, la forêt vierge, entre guillemets, était quelque chose de purement naturel. Puis on s'est aperçu que ce n'était pas uniquement naturel. Hein. Donc la façon dont les Indiens d'Amazonie cultivaient, ou cultivaient pas, mais brûlaient la forêt, ça n'a pas été une menace pour la forêt. Bien au contraire, ça a contribué à faire la magnifique forêt amazonienne, par exemple. Voyez. Donc,
le problème, il est récent. Le problème, il est vraiment lié à l'agriculture productiviste, chimique, intensive du milieu du XXe siècle. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'on a le temps d'une autre question, non? Ou on passe à la suite? Oui. Pour aller dans le même sens que ce qui vient d'être dit, je crois que le fait de ne plus toucher la terre par la mécanisation énorme qu'il y a maintenant joue aussi beaucoup dans la déconnexion que l'on peut avoir avec cet élément. Il faut quand on touche la terre, il se passe quelque chose au niveau même électrique par les différentes petites phénomènes électriques qui peuvent nous parcourir nous-mêmes et dont on se décharge en touchant la terre. C'est quand même des choses importantes. Et le fait que les gens refassent du jardinage en plus grand nombre, peut-être va aller dans le sens de plus être aussi déconnecté que cela de ce sol. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque temps, je discutais avec un agriculteur, un grand agriculteur céréalier. Il me disait, vous les gens de la ville, vous connaissez rien à la nature. Alors je lui ai montré un arbre en lui demandant ce que c'était. Il n'a pas répondu. Il y a un oiseau qui volait. Je lui ai demandé, il ne m'a pas répondu. Il ne savait pas, évidemment. Alors je lui ai dit, ben, c'est vous qui êtes hors sol. Voilà. C'est pas moi. Il n'a pas trop aimé. Alors. Donc je crois qu'on va arrêter la série de questions, à moins que vous ayez vraiment une dernière courte et une réponse courte, Luc. Donc il y a... Merci. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'exposé philosophique qui remonte, comme c'est la tradition pour cette discipline, aux premiers penseurs dont on a les écrits. Vous avez parlé de Platon et des penseurs grecs. Pour ça, il faut de l'intelligence. C'est une vision un peu centrée sur l'homme qu'on a quand on fait cette réflexion. Et elle était au programme, et c'est une très bonne chose qu'elle l'ait été. Moi, je vais être beaucoup plus modeste. Hein, que pensez-vous de la démarche du tamanoir qui va dans une fourmilière, qui se nourrit dans le sol, prend ses ressources dans le sol comme nous, hein, d'une manière un petit peu différente, et il se limite à 50, 100 fourmis dans une fourmilière. Puis après, il se donne la peine de marcher pendant des kilomètres parfois pour trouver une deuxième fourmilière et se nourrir partiellement de la fourmilière. Puis il refait quelques kilomètres. Puis sa journée se passe comme ça. Est-ce qu'il ne nous apprend pas quelque chose? Il ne détruit pas la fourmilière, il ne détruit pas sa ressource, lui. Il n'a pas tout ce bagage philosophique que nous avons. Mais il épargne sa ressource et il la maintient en vie, tout bêtement. Voilà. Oui, je suis d'accord. On peut s'interroger, alors encore d'un point de vue philosophique, sur est-ce qu'on peut considérer qu'aucune espèce ne travaille contre sa propre conservation en tant qu'espèce? Est-ce qu'on peut discuter ça? C'est plus compliqué. Il peut y avoir des espèces qui travaillent contre leur conservation. Mais l'homme a ceci de particulier par l'importance de la culture, du savoir, de la technique et de la science, qu'il est vraiment capable d'aller contre sa propre conservation. C'est fort inquiétant.